Des coteaux verdoyants, des fermes tranquilles. Un film amateur oublié depuis près de 60 ans, où l'on voit une femme souriante avec des amis. Elle s'appelle Svetlana. C'est la fille de Joseph Staline. Svetlana fait mine d'être détendue, mais elle a peur. Elle vient de s'enfuir d'Union soviétique et est accueillie en secret ici, en Suisse. Elle a abandonné son pays. Elle y a laissé ses enfants. Svetlana écrivait. Ses textes racontent sa vie en URSS, la cruauté du système et comment elle a tenté d'exister aussi loin que possible de l'emprise de son père. Comment vivre quand on est la fille de Joseph Staline ? Je suis née à Moscou, le 28 février 1926. Mon père est Joseph Staline. Ma mère, Nadezhda Alilouyeva. Notre datcha était gaie, ensoleillée, remplie de voix d'enfants et de gens joyeux. La maîtresse de maison était ma mère. Elle était belle et intelligente. Mon père n'y était ni Dieu, ni objet de culte, mais un simple père de famille. Светлана была фактически как принцесса, некоронованная принцесса Кремля. Если мама была строга, то порой делала замечания. Сталин никогда и не делал замечания, никогда не бранил ее. Il lui passe vraiment tous ses caprices. Et d'ailleurs, il y a un jeu entre eux. C'est que Staline demandait à sa fille, il l'appelait la petite patronne, et lui demandait d'écrire des lettres et demandait des ordres. Alors elle disait, bon, cher papa, je vous ordonne de rentrer ce soir, je vous ordonne de mettre une écharpe. Et lui répondait, mon cher petit moineau, je vous obéis. Au premier secrétaire, le camarade Staline. Je t'ordonne de m'offrir un tour en bateau à vapeur, camarade Staline. Signé Svetka, la patronne. Je me rappelle de mon 6e anniversaire en février 1932. On le fêta dans notre appartement du Kremlin rempli d'enfants. On nous donna un récital, poésie russe et allemande, chansons sur les travailleurs, puis on dansa et on mangea des petits gâteaux. Mon père participa aux spectateurs. Le vacarme des enfants le distrayait. Ma mère vivait encore. Le 7 novembre 1932, la mort de sa mère va bien évidemment amener une coupure dans cette vie de rêve. D'autant plus qu'on ne va pas lui dire de quoi est morte sa mère. Officiellement, elle est morte d'une appendicite. Et elle ne saura que pendant la guerre qu'en fait sa mère s'est suicidée. Maman mourut quand j'avais 6 ans. Cela mit fin à notre existence insouciante. Notre institutrice, Natalia Konstantinovna, dont je n'oublierai jamais les leçons d'allemand, de lecture et de dessin, disparut aussitôt. Était-ce sa décision ? Ou bien l'a-t-on chassée ? Je n'en sais rien. L'enseignante que Svetlana aime tant disparaît.
C'est un temps où disparaissent des millions de soviétiques. Des limousines noires sillonnent le pays, s'arrêtent en bas des immeubles ou sur les places des villages. Partout, les agents capturent arbitrairement opposants politiques réels ou supposés, paysans, ouvriers, simples citoyens. Entre 1937 et 1938, les grandes purges font 1 million de morts, exterminés par des pelotons d'exécution ou en détention au goulag. Totalement paranoïaque, Joseph Staline s'attaque même à sa propre famille. Le monde de Svetlana se dépeuple. Dans la cour du Kremlin, où elle jouait, fini les rires. En août 1939, Joseph Staline et Adolf Hitler signent un pacte de non-agression. Alors, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Staline attend. Il compte bénéficier de l'affrontement des puissances impérialistes, Allemagne, France, Royaume-Uni. Svetlana n'est plus une enfant. Elle devient une jeune femme. Mais Staline a du mal à l'accepter. Товарищ Сталин, как человек старой грузинской культуры, ему не нравилось и обнаженные колени у девочки, которая превращалась уже в девушку, и он делал ей замечания, или открытые локти. Он требовал, чтобы она более скромно одевалась. Это ее смешило. Она хитрила, она соглашалась принять более длинную одежду, потом подрезала ее. C'est un vieux papa qui n'a pas du tout l'envie de voir sa fille sortir. D'autant plus que sa fille sort avec son grand frère, 2 ans plus âgé. Et en fait, son grand frère n'a pas des très très bonnes relations. Enfin, son frère est un grand buveur. Il fait des bêtises les unes sur les autres. Mais bon, on lui pardonne, c'est le fils de Staline. Mais il faut quand même noter que pendant une parade militaire, il a traversé avec son avion la place Rouge. Il était complètement bourré. Et il a toute une équipe d'amis autour de lui qui sont comme lui. Donc des gens qui aiment faire la fête, qui aiment boire. Et Svetlana va un peu suivre son grand frère et dans ce cercle va rencontrer Alexei Kepler, qui est alors un journaliste très intelligent, très intéressant et qui est beaucoup plus âgé que Svetlana. Alexei venait m'attendre à la sortie du lycée, dans l'entrée d'une maison voisine. Mon cœur se serrait de joie dès que j'apercevais sa silhouette. En juin 1941, Hitler attaque l'URSS par surprise. L'armée rouge est débordée. En juillet, Yakov, le demi-frère de Svetlana né d'un autre lit, est fait prisonnier. Les Allemands proposent de l'échanger contre un haut gradé nazi. Staline refuse. Yakov est exécuté. Deux mois plus tard, la Wehrmacht est aux portes de Moscou. Puis, l'arrivée de l'hiver et la résistance acharnée de l'armée rouge bloquent l'offensive nazie. C'est alors que Joseph Staline apprend la liaison de sa fille âgée de 16 ans avec Alexei Kepler, 38 ans. Et il est juif. Alors que je me préparais à aller en classe, mon père entra dans ma chambre. Son regard pétrifia ma gouvernante. « Tu l'aimes » me cria-t-il dessus, et il me donna 2 gifles pour la première fois de ma vie. Voyez donc, Nounou, où elle en est arrivée. Il ne pouvait plus se contenir. Pensez à la guerre que nous menons et voilà à quoi elle s'occupe. Tu ne pouvais pas te trouver un Russe. Le fait que Kepler soit juif l'irritait plus que tout. Stalin was furious. He exiled Alexei Kepler to Siberia.
hard to imagine the man she was in love with gets sent to the gulag for 10 years. And so suddenly Svetlana knew what her father was capable of. Sur le front de l'Est, les combats sont d'une violence inouïe. Peu à peu, les Soviétiques reprennent l'avantage. L'Allemagne nazie capitulera le 7 mai 1945 au prix de 26 millions de morts soviétiques. Quelques mois plus tôt, Svetlana fait la connaissance à l'université d'un homme, Grigory Morozov. Lui aussi est juif. Ce n'est pas le grand amour, mais c'est pour Svetlana une façon de s'échapper, de vivre sa vie. Rapidement, Svetlana et Grigory se marient. She's just turned 19. Then she got pregnant. And it's May 1945. Svetlana's been in the hospital, very, very ill with her pregnancy. She phones her father to congratulate him on winning the war. And then she tells him she's about to give birth to her child. And he says, that's nice. And it's the end of the conversation. The child is born later that month. She decides to take Joseph, as she calls him, apparently not after her father, but because both grandparents were called Joseph. She takes the child to Kuntsevo to visit her father. And it happens to be the very day that the Americans dropped the bomb on Hiroshima. So in fact, she disappears. It's not an important event. And it turns out that over time, Stalin probably met Joseph twice. Entre Svetlana et son père, le fossé ne fait que s'élargir. Staline est de plus en plus froid, inaccessible et hostile à son égard malgré les joies de la victoire. Et elle semble choisir ses compagnons dans le seul but de provoquer son père. Elle divorce. Très vite, c'est un nouveau mariage. Svetlana Aliouyeva a eu différents amants, certains avec qui elle s'est mariée. Elle a eu une vie amoureuse assez remplie. C'était une femme tout à fait charmante, une belle femme et très pétillante. Et elle a bien évidemment beaucoup plu aux hommes. Son second mari est Yuri Jdanov, le fils d'Andrei Jdanov, l'idéologue en chef du stalinisme. Un mariage de raison, comme une tentative de se réconcilier avec son père. Après 3 ans de vie commune et la naissance d'une petite Katia, Svetlana quitte le foyer avec ses 2 enfants. Mes 2 enfants ignoraient à quel point j'étais heureuse de vivre à leur côté. Quelle satisfaction qu'ils grandissent dans la forêt qui avait protégé mon enfance, qu'ils respirent l'air des mêmes prairies et des mêmes clairières fleuries. Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество... Haï, redouté ou adoré, Staline semblait immortel aux yeux des Soviétiques. Pendant 30 ans, il a régné sans partage sur un empire d'une taille immense, 1/6 de la surface de la Terre. Il laisse derrière lui des millions d'hommes et de femmes déportés, affamés, assassinés ou morts à la guerre. La mort de mon père fut effroyable. J'étais déchirée entre le chagrin et un sentiment de délivrance. Dans la famille où je suis née, on suffoquait. Rien n'était normal. Les murs du Kremlin tout autour de moi, la police secrète au foyer, à la cuisine, à l'école. À l'origine de tout ça, mon père.
En 1955, Khrouchtchev succède à Staline. L'année suivante, lors du 20e congrès du parti, il dénonce le culte de Staline et ses crimes qui sont devenus impossibles à dissimuler. En faisant de Staline le grand coupable, Khrouchtchev protège le régime d'une critique plus radicale. Au travail, la discipline se relâche. Les appartements individuels se généralisent et la conquête spatiale annonce un avenir radieux. Dorénavant, on ose critiquer Joseph Staline. Les langues se délient, même dans l'entourage de Svetlana. She was so devastated by this revelation that she withdrew entirely. So her life became simply her children. They lived in that strange house, the house on the embankment. They had an apartment there along with, a couple of other 100 members of the party. She was not a member of the party. They were always complaining that she should become a member. So it was a very, very hard time. Slowly she came out of it. She identified with the intellectuals who were mostly dissidents. En 1957, j'abandonnai le nom de mon père, Staline, pour prendre celui de ma mère. Je m'appelais désormais Svetlana Allilouyeva. Je ne pouvais plus supporter ce mot, Staline. Sa sonorité métallique, acérée, me blessait les oreilles, les yeux et le cœur. Au printemps 1962, je me fis baptiser dans une petite église orthodoxe de Moscou. J'en ressentais le besoin de tout mon cœur. Le prêtre comprit fort bien qu'en faisant cela, j'enfreignais les lois du parti, que c'était dangereux pour lui et pour moi. Je n'oublierai jamais notre première conversation. Il me dit « Dieu t'aime, même si tu es la fille de Joseph Staline. » В 1952 году она крестится. Она крестит своих детей, и это означает, что большой слом произошел в ее мировоззрении. Вот это человек, который был ортодоксальным коммунистом в душе, пионерка, комсомолка, коммунист. Вот все это уже перечеркивается, она православная. Avec le parti, la rupture est profonde. Svetlana renonce au nom de son père et embrasse la religion. Pour couronner le tout, en secret, elle se met aussi à écrire son autobiographie. Alors que l'intimité de Staline est un secret d'État. Ces textes étaient pour moi une confession et devaient aussi me permettre de me libérer l'esprit. Je m'efforçais de ne pas juger mon père, de montrer simplement que ce à quoi il avait consacré sa vie l'avait détruit. Évidemment, son récit ne peut être publié en URSS, d'autant qu'en 1964, le pouvoir se raidit avec l'éviction de Khrouchtchev et la prise de pouvoir de Brejnev. Les artistes et les intellectuels sont alors rappelés à l'ordre. Les dépenses militaires augmentent considérablement et c'en est fini de la critique de Staline. Svetlana promène son spleen aux quatre coins de l'Empire. Alors qu'elle se repose dans une clinique huppée de la mer Noire, elle rencontre enfin le grand amour. Brajesh Singh, un communiste indien de 20 ans son aîné, issu d'une famille aristocratique. Il est venu se faire soigner en URSS. Svetlana tombe sous le charme de cet homme sage qui la regarde enfin comme une femme
et pas seulement comme la fille de... J'avais commencé par lui demander s'il était indien. Puis nous nous étions assis et avions parlé 1 heure de Gandhi, de Nehru et des castes en Inde. J'avais compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Je lui avais alors dit mon nom. Singh m'avait regardé à travers les verres épais de ses lunettes et avait seulement dit « Oh ». Puis, le mois de novembre à Sochi, ses roses, ses couchers de soleil orange, le tintamarre des grillons, le ciel plein d'énormes étoiles firent beaucoup pour nous rapprocher. Singh était beaucoup plus vieux et était tout à fait le type d'homme qu'aimait Svetlana. Il pouvait peut-être prendre le rôle d'un père, mais aussi très cultivé, qui lui a appris beaucoup de choses, avec qui elle pouvait beaucoup discuter. Et elle a eu cette relation extrêmement forte avec Singh. Les autorités soviétiques cherchent à empêcher cette liaison. Mais finalement, après des mois d'attente, le couple est autorisé à s'installer à Moscou. Les mois passent, Svetlana et Brajesh sont heureux et rien ne semble pouvoir perturber leur bonheur. Fin octobre 1966, Brajesh Singh décède. Ce n'était pas tout à fait inattendu, vu sa santé fragile et son âge. En décembre, le Parti communiste autorise Svetlana à se rendre en Inde. Elle emporte les cendres de Singh qu'elle va disperser dans le Gange. C'est son premier grand voyage hors du RSS. Dans ses bagages se trouvent aussi les textes qu'elle a écrits. À peine arrivé sur le sol indien, l'ambassade soviétique lui confisque son passeport, comme il est d'usage. Végétarisme, spiritualité, le mode de vie indien ravit Svetlana. Elle annonce même vouloir s'installer durablement sur place. Mais les autorités indiennes refusent, par crainte de se brouiller avec Moscou. Après 2 mois de séjour, elle est rappelée à l'ordre. Il faut rentrer en URSS. Le 5 mars 1967, la mort dans l'âme, elle rejoint l'ambassade soviétique à Delhi, où une chambre l'attend. Son vol pour Moscou est prévu 2 jours plus tard. On préparait une sauterie en l'honneur de la fête des femmes. Au programme, conférences et concerts. Pour eux, ce serait juste une occasion de boire. Ils seraient tous ivres ce soir, morts d'ennui et cuits dans leur propre jus. And they're having a drunken luncheon, having lots of vodka. She says, well, okay, I'm going back. Okay, give me my passport. So the ambassador gives her passport, which nobody, no Soviet citizen is allowed to have their passport. It was a terrible mistake. So she has her passport. She goes to her room. She takes a very few things, most importantly, the manuscript she's carrying. And she then goes outside to call a taxi. She's told the embassy people she's going to visit relatives of Brajesh. And she's waiting, it's getting darker, she's afraid, and finally the taxi shows up. On emprunta une petite rue très sombre. Un raccourci. Génial ce chauffeur. On continua. Et voilà déjà l'ambassade américaine. Le taxi s'arrêta. Je montais en tremblant un peu. Derrière une petite table était assis un jeune marine. « Il n'y a plus personne », commença-t-il. Mais il aperçut mon passeport soviétique. Je m'assis et j'attendis. Arrivèrent le consul George Huey et Robert Rale, le 2e secrétaire. Ils avaient l'air presque trop vrais. Tous les garçons américains que j'avais vus au cinéma avaient exactement la même tête. They're sitting there and she says, you may not believe this, but I'm Stalin's daughter.
She gives the manuscript to Rael. The manuscript is read and it's authentic. This is a portrait of growing up in Stalin's world. Pensant bien faire, l'ambassadeur américain en Inde met Svetlana dans le premier avion pour les États-Unis. Холодная война продолжается, так что это было, именно поэтому это произвело впечатление бегства Светланы, потому что это было в такой гладь, и вдруг вот такое происходит. Des deux côtés, on redoute que l'arrivée de Svetlana aux États-Unis soit l'étincelle qui mette le feu à cette guerre froide. À Washington, le président Johnson ordonne que Svetlana et le représentant de l'ambassade Robert Rael quittent l'avion lors de l'escale prévue à Rome. Le risque d'un incident avec les soviétiques est trop grand. Svetlana a 41 ans. Elle vient à peine de prendre son destin en main que déjà il lui échappe. Même si les communistes transalpins ont pris leur distance avec Moscou, la présence de la fille de Staline en Italie est très embarrassante. Américains, Indiens, Italiens, personne ne veut de Svetlana. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, ni ce qui se joue en coulisses. Et ses enfants restés en URSS lui manquent. Elle n'a pas eu de leurs nouvelles depuis bientôt 3 mois. Svetlana leur écrit une lettre. Mes chers enfants, on vous dira peut-être que je suis devenue folle, ou que j'ai été kidnappée, ou que je ne suis plus de ce monde. Ne croyez à rien de tout cela. Je suis partie car je ne crois plus du tout aux dogmes du communisme qui m'ont été enseignés depuis l'enfance. Et la mort de mon mari a changé ma nature. Je ne peux plus me taire. Il est impossible de demeurer toujours en esclavage. Je ne retournerai pas dans la prison soviétique. Je ne peux pas croire que la caserne soit la meilleure forme de gouvernement. Mon cher fils, étudie la médecine sérieusement. Ne change rien dans ta vie. Ma chère fille, ta voix est dans la science. Elle t'apportera joie et bonheur. Nous nous reverrons. Votre mère, Svetlana. Mais la lettre ne sera pas envoyée. Les services nord-américains redoutent qu'elle ne tombe entre les mains du KGB et que cela ne complique encore les rapports avec Moscou. Washington cherche alors discrètement un pays pour cacher Svetlana. Les Américains entament des discussions avec la Suisse sans que Svetlana n'en sache rien. Ce petit pays neutre semble prêt à l'accueillir, à la condition que son séjour ne dure pas plus de 3 mois. Elle arrive à Genève, elle est prise en charge immédiatement par des policiers fédéraux. À ce moment-là, les policiers fédéraux demandent encore des instructions auprès de la Berne fédérale parce que tout n'est pas clair. Où est-ce qu'elle va vraiment aller? Est-ce qu'il y a l'autorisation? Ils l'emmènent jusqu'à Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg. Et puis là, les gens font une pause déjeuner, elle peut même se reposer un peu. Mais ils se rendent compte qu'ils ont été probablement suivis par des journalistes au départ de Genève, donc il faut la déplacer. Rapidement, la nouvelle se répand. La fille de Joseph Staline est en Suisse. Des reporters du monde entier sont à ses trousses. Le Conseil fédéral doit s'expliquer. Frau Alexejeva weilt als Touristin bei uns. Ein gewisser Schutz wird ihr zur Wahrung ihrer persönlichen Sphäre gewährt. Les autorités helvétiques redoutent que Svetlana soit en fait une ambassadrice de charme restée à la solde de Moscou et du communisme. Chez les diplomates, on se méfie. D'autant que l'URSS séduit une partie de la jeunesse avec ses messages de paix, son soutien au tiers-monde et au peuple colonisé.
La Russie, après l'Union soviétique, est un grand problème pour la Suisse. Ça commence avec la présence des révolutionnaires, donc Lénine en Suisse. Après, on a vu avec la grève générale que probablement on avait des peurs des ingérences de l'Union soviétique en Suisse. Il y a eu, par exemple, la publication d'un bouquin qui est entré dans toutes les maisons suisses, où même on donnait les informations à la population civile de comment résister dans un contexte d'invasion soviétique. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir la Jungfrau. Je n'ai jamais aimé la montagne. Je ne vois pas ce qu'on peut y trouver. Ça pèse si lourd, la montagne, sur la tête, sur le cœur. On peut dire qu'elle passe d'un état extrême à l'autre, de l'euphorie à la dépression. Elle est contente d'avoir fui l'Union soviétique, mais sa pensée revient toujours vers ses enfants qu'elle a abandonnés là-bas. Sa fille ne lui pardonnera jamais de l'avoir abandonnée. Elle ne la reverra plus jamais de sa vie. C'est quand même des décisions qui sont pas évidentes, on peut l'imaginer. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse est établie comme île au cœur de l'Europe et donc elle est le lieu où il y a énormément d'activités liées aux services secrets, aux services de renseignement. En plus, le rôle international de Genève est vraiment une attractivité très forte pour attirer toutes sortes d'espions. Par voie diplomatique, Moscou adresse un avertissement clair aux autorités helvétiques, jugeant leur comportement inamical. Berne s'inquiète de la sécurité de Svetlana. Alors, les services helvétiques dissimulent Svetlana à 150 km de Genève, en pleine campagne, dans un couvent du canton de Fribourg. Et cet amour que vous avez au-dedans, manifestez-le au-dehors par des actes. Je résidais là-bas sous le nom de Sœur Carlène, touriste irlandaise qui arrivait d'Inde. L'hospice était bâti sur une petite colline. 6 religieuses y vivaient. Après le déjeuner, je lavais mon bol et mon assiette et je les portais dans la cuisine. Sœur Florentine me remerciait d'un sourire. La nouvelle de la défection de Svetlana se répand parmi la population soviétique. Le Kremlin lance sa contre-attaque. The KGB and the Soviet government engaged in a slander campaign against Svetlana. At first, they said she'd been married 4 times, she was promiscuous, she was mentally unstable, she was an alcoholic, anything they could do. And then they commandeered her children to confirm this portrait of her, suggesting that their mother was an unstable person. Depuis que Svetlana a demandé l'asile à l'ambassade américaine de New Delhi, quelques copies de son manuscrit circulent. Les Américains espèrent que sa publication sera un best-seller. En secret, les États-Unis dépêchent en Suisse leur ancien ambassadeur en URSS. When George Kennan came to discuss her manuscript with her, he was very impressed. He found her intelligent, charming, and he thought the book was excellent. Évidemment, le manuscrit est un immense enjeu. Personne n'avait jamais connu la vie de Staline de près. On pensait au grand guerrier, mais raconté par sa fille, qu'est-ce que ça va donner? Donc, les Soviétiques s'inquiètent beaucoup de cette publication. Par contre, côté américain, c'est toute une affaire commerciale financière énorme. Les enjeux ne sont pas les mêmes. But then the manuscript was advertised as existing. Publishers around the world were vying for it. She had no concept of money. She was a walking target.
Le 3 avril 1967, après des semaines de traque, des journalistes sont sur le point de découvrir la cachette de Svetlana. On la transfère alors dans la vieille ville de Fribourg, au couvent de la Visitation. C'est là qu'elle apprend que les États-Unis ont émis un préavis favorable à sa venue. C'est également là que Svetlana parvient enfin à joindre son fils, resté à Moscou. Joseph, c'est moi. On parla une demi-heure. Il commença par me dire qu'il n'avait reçu aucune lettre d'explication de ma part. Moi, trop émue, la tête embrouillée, je répétais « Je ne suis pas ici en touriste, tu comprends, je ne reviendrai plus. Je ne peux plus revenir, c'est impossible, tu comprends ?» Lui, la voix complètement brisée. « Oui, je t'écoute, oui. » « Allô ? Joseph ?» Je n'entendis plus rien. On avait coupé. Le soir, j'eus une grosse fièvre. Je délirais. La conversation s'interrompt rapidement, la liaison est coupée. On ne sait pas si son fils pouvait parler librement ou s'il y avait déjà une influence derrière et qu'est-ce qu'il pensait, lui, de cette histoire. And then after that, each time she tried to reach Joseph, the telephone never, there was no response. And when asked later, did she realize that she was losing her children, she said, "No, I don't think I did. I didn't realize how complete this cut would be." And for the next decade, she always tried to find ways to connect with her children, which wouldn't be direct because she felt that would be dangerous to them. But anytime there was an American scientist or whatever going to the Soviet Union, she always tried to have messages for her children. À Washington, les choses se concrétisent enfin. On estime que Svetlana a donné suffisamment de garanties qu'elle n'est ni un agent à la solde de Moscou, ni une revancharde qui envenimerait encore les rapports avec les soviétiques. Les États-Unis comprennent également que sa décision est mûrement réfléchie. Svetlana ne reviendra pas en arrière. Six semaines après avoir demandé l'asile à l'ambassade américaine de New Delhi, Svetlana est autorisée à entrer sur le territoire des États-Unis. Elle s'envole pour New York le 21 avril 1967. A woman, once known as the Little Princess of the Kremlin, arrives in America from Switzerland. Svetlana, the 42-year-old daughter of Soviet dictator Joseph Stalin, sought asylum here. Hello to everybody. I am very happy to be here. It is very difficult to explain in few words why I am here and why I have come. Americans thought, oh, she's anti-communist. And of course, America had this view that communism was the big evil. So, of course, they just loved her. They thought it was wonderful that she had done what she did. But nobody was going to forget that she was the daughter of Joseph Stalin. Of course, I disapprove many things, but I think that many other people who still are in our Central Committee and Politburo should be responsible for the same things for which he alone was accused. And if I feel somebody responsible for those horrible things, killing people, injustice, I feel that responsible for this was and is the party, the regime, and the ideology as a whole. Enfin, je reçus une lettre de mon fils. Maman, tu voudras bien admettre qu'après ce que tu as fait, tes encouragements à ne pas perdre espoir, à ne pas nous quitter, Katia et moi, et à accepter les choses presque de gaieté de cœur, m'ont paru assez surprenants. Si nous avons besoin de conseils, nous avons pour ça des amis qui sont toujours là
et qui nous aideront vraiment. J'estime qu'en agissant comme tu l'as fait, tu as rompu avec nous deux. Aie donc au moins la bonté de nous laisser vivre comme nous l'entendons. Joseph. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. J'aurais voulu tout laisser tomber. Supplier Dieu de me pardonner d'avoir péché contre mes enfants. L'arrivée de la fille de Staline aux États-Unis est vécue comme un affront par le Kremlin. Selon les documents du FBI de l'époque, le KGB envisage une fois de plus son enlèvement. That was one of the reasons why she ended up coming to my farm, because it was a very quiet, remote place where they felt that she would be sort of protected. Oh, the farm was located in a small town, right outside a small town in Pennsylvania called East Berlin. Was the house that where we lived. Svetlana stayed in the top floor of this house. Over here was where the farmer and his family lived. First, when she arrived, she was accompanied by 2 Secret Service agents. And they brought her out there and they established themselves in a little trailer to be able to monitor her safety, keep an eye on her. But it turns out she couldn't stand that. She said it made her think too much of Russia. She said, I don't want them, send them away. And we did. It's just, to me, it was as amazing as that she was there for 2 months and nobody made an attempt on her life. Finalement, le KGB renonce à agir. L'autobiographie de Svetlana sort sous le titre « 20 lettres à un ami ». Du New York Times au Spiegel, tous les grands journaux occidentaux en publient des extraits et couvrent l'événement. Cet obstacle n'empêche pas l'URSS de signer avec les États-Unis le traité de non-prolifération nucléaire en 1968. Sous le soleil des États-Unis, Svetlana rayonnante a enfin l'air apaisé. Sa vie ressemble à un conte de fées. En 1970, elle se marie avec Wes Peters, un architecte renommé. Mrs. Peters, what do you think of Arizona? I like Arizona very much. It's warm, nice, dry climate. Do you have anything similar to this part of the country over in Russia? Yes, southern Russia, the Black Sea area probably reminds me a little bit. J'étais passé d'un seul coup du monde du sommeil et du silence au monde de la liberté. Mes amis de Moscou seraient tombés à la renverse s'ils m'avaient vu aborder les gens ou entrer chez quelqu'un sans aucune gêne. C'est comme ça que je ressentais ce qu'ils appellent la liberté. Ce sentiment d'aisance, de désinvolture. Personne ne connaissait ce sentiment en URSS. Après avoir donné naissance à une petite Olga, le couple divorce. Svetlana et sa fille s'établissent près de New York. Aux yeux des Américains, Svetlana est avant tout considérée comme la fille de son père. Quand pourra-t-elle enfin être elle-même? Après ce qu'elle a enduré, les risques pris pour rejoindre les États-Unis, sa déception est immense. Elle avait une image de l'Occident comme étant un espace de liberté et elle ne s'est pas rendue compte, en fait, combien en Union soviétique la position des femmes était favorable par rapport à l'Occident. Donc elle arrive, elle découvre une société où les femmes sont que très vaguement émancipées, que le modèle favori reste quand même la mère au foyer, ce qui est quelque chose de totalement... martien, on pourrait dire, pour une soviétique, et elle a une grande désillusion.
Sometimes people ask whether Svetlana was a feminist. I guess if feminism is a synonym for strength of will, for independent-mindedness, for the expectation that you can control your own life, and the willingness to keep fighting for that, yes, she was a feminist. Des universités me proposaient de donner des conférences sur l'URSS. À la télé, on me demandait comment j'avais rencontré Dieu. Des clubs féminins voulaient également m'entendre sur la vie des femmes soviétiques. Je savais que cette frénésie était seulement provoquée par le fait que j'avais renié le communisme, l'URSS et laissé mes enfants derrière moi. Mais pour qui me prenaient-ils donc? Je ne voulais pas devenir une biographe de mon père ou une sociologue itinérante. N'ayant jamais appris à gérer l'argent, elle dilapide sa fortune et déménage à de nombreuses reprises avec sa fille Olga. She saw the American culture as being sort of more interested in making money, having success, financial success, than in appreciating culture. Sa désillusion est telle qu'en 1984, Svetlana demande aux autorités soviétiques l'autorisation de retourner en URSS pour y vivre avec Olga. Le Kremlin accepte. Svetlana découvre un pays au bord de la faillite. Le KGB veut instrumentaliser son retour. À Moscou, une conférence de presse est organisée. Svetlana est contrainte d'y participer. Une fois de plus, son histoire lui échappe. Les officiels voulaient que je dise certaines choses. Ils avaient contrôlé le texte que j'allais lire. J'étais mal à l'aise. Je voulais seulement dire « Je suis revenue pour retrouver mes enfants ». Now, this letter I found quite interesting because it was written from Russia. Well, here she says, "My dear Joni," that's what she called me, "I long to be together with my older children and 2 grandchildren, only to find out that they don't need me at all. That was quite a shock. My Catherine did not want to see us." When she says us, she means her and Olga. "Even once. And I thought that all these years that they were missing me, I thought all these years that they were missing me badly. What blindness." Svetlana se rend compte du mal qu'elle a fait aux siens en quittant l'URSS. Elle ne reverra plus jamais sa fille Katia. Son fils Joseph, lui, sombrera dans l'alcool. Elle n'a jamais véritablement été une mère. Est-ce que ça vient d'un manque de modèle? Certainement. En début d'adolescence, elle a vu ses tantes se faire arrêter, les amis de sa mère se faire fusiller, toutes les familles du Kremlin éclataient, toutes ces familles, tout ce qui faisait famille, et tout ça éclatait parce qu'on était arrêtés, fusillés, et il n'y a pas eu ce modèle. Она слишком привыкла считаться прежде всего с собой. Конечно, слишком много свалилось на женщину, которая осталась одной, юная женщина, которая осталась одна, и в обстановке, где ей нельзя было с кем-то, кому-то излить душу, у нее не было, в общем, ни друзей, матери не было с раннего детства, с кем? Брат, который спивался, который было трудно с ним. Поэтому она была глубоко одинокий человек. Что-то, конечно, в ней было основательно поломано, покалечено. Après 18 mois en URSS, Svetlana retourne aux États-Unis. Sa santé décline,
sa situation matérielle aussi. Son histoire n'intéresse plus personne. Elle appartient à un temps révolu, d'autant plus avec l'écroulement de l'Union soviétique en 1991. Sa défection n'aura pas eu de conséquences géopolitiques majeures, si ce n'est de tendre encore un peu les relations Est-Ouest. Svetlana termine sa vie dans un foyer social du Wisconsin. Elle décède le 22 novembre 2011, dans la pauvreté et la solitude. Un jour, un journaliste me demanda de faire un bilan de ma vie. Je lui dis, les 40 premières années de ma vie, j'étais au Kremlin, au sommet de la société. Les 40 suivantes, je les ai passées en bas. Vous savez, c'est l'équilibre que la vie m'a donné. Ça me va.